Bonjour, Monsieur Éric Emmanuel Schmitt. Est-ce que vous êtes accompagné par le parfum d'une bougie lavande lorsqu'on fait cet entretien? Tout à l'heure, je mettrai la bougie à la lavande parce que oui, j'ai besoin de cette odeur pour m'emmener dans l'imaginaire, pour m'emmener là où les histoires s'écrivent, où les personnages existent. Et ça fait partie des couloirs que j'emprunte pour aller dans mon univers romanesque. Donc, si on parle de votre dernier roman traduit et publié en Roumanie, on a ces Paradis perdus, un grand succès de public et de critique en même temps. Et c'est le premier épisode, disons, d'un gigantesque roman fleuve, la traversée des temps. Mais vous vous rappelez comment l'idée pour ce roman fleuve est-elle apparue? Oui, j'étais un jeune professeur à l'université, j'avais 25 ans, je venais de finir mes études, je commençais à enseigner la philosophie et surtout je recommençais à lire pour le plaisir. Parce que vous savez bien que pendant les études, on ne lit que des livres, entre guillemets, utiles. Et donc, je retrouvais le plaisir de la littérature, la force de la littérature, j'ai été soudain traversé par cette idée, raconter sous forme romanesque notre histoire, l'histoire de l'humanité, expliquer comment nous sommes arrivés, nous qui venons de chasseurs-cueilleurs, perdus dans une nature pleine d'autres animaux, comment nous sommes arrivés à ce monde totalement construit, hominisé, où les hommes sont reliés ensemble, où le mouvement d'aile d'un papillon à Singapour va changer ce qui se passe à New York, à Bucarest ou à Paris. Donc, comment ce monde-là s'est construit, faire l'histoire de notre civilisation. Et j'ai tout de suite eu l'idée d'un personnage qui traverserait les temps, un personnage qui serait immortel. D'ailleurs, ce n'est pas un cadeau d'être immortel, c'est plutôt un fardeau, un poids très lourd. Et ce personnage serait non seulement le témoin des grands mouvements qui ont fait notre histoire, mais il serait aussi parfois l'acteur de ces grands mouvements et il serait resté dans l'histoire sous un autre nom que son nom véritable. Et dans le premier épisode, par exemple, Le Paradis perdu, on découvre que Noam, mon héros, a été retenu par l'histoire sous le nom de Noé. Euh, voilà, alors j'avais 25 ans, j'étais capable d'avoir l'idée, j'étais incapable de la réaliser. C'était trop tôt. Je n'avais pas mes moyens artistiques. Et puis, il fallait évidemment beaucoup travailler, beaucoup lire, beaucoup réfléchir pour avoir une lecture de l'histoire. Alors, cette idée est devenue un programme. Je me suis dit, j'ai rendez-vous avec ce livre. Un jour, je me présenterai au rendez-vous. Eh bien, j'ai attendu 30 ans. 30 ans. Parce que plusieurs fois, j'ai cru que ça y est, j'étais prêt. J'ai commencé à écrire et j'ai constaté que non, je n'étais pas prêt. Et puis, il y a 3 ans, j'ai eu de nouveau ce sentiment d'être prêt et je me suis rendu compte que effectivement, le livre coulait comme une source, comme tous mes autres livres. Donc, l'enfant était né en moi et je n'avais qu'à accoucher. Quel était votre rapport avec le temps quand vous avez commencé à écrire et quel est ce rapport maintenant? Vous savez, je crois que le temps, on le subit, c'est ce que pense tout homme, mais je crois que le temps peut être notre ami. Parce que le temps, c'est ce dans quoi nous pouvons déployer notre être, notre force, nos projets, nos ambitions. Eh bien, en me mettant à écrire ce livre, je me suis offert 10 années de vie devant moi, merveilleuses, magnifiques, intenses, pleines de suspense, d'idées, de chocs, de pensées, d'émotions. Et voilà, le temps passé a été mon ami puisqu'il m'a permis de construire
la culture nécessaire et les moyens d'écrivain pour faire ça. Et puis, le futur est un temps ouvert avec une belle route. Donc, je ne suis pas un ennemi du temps. Le temps est mon ami. Pensez que votre temps antérieur en tant qu'écrivain soit différent de ce que vous vivez ou plutôt que les gens autour de vous vivent? Oui, mais je crois que l'écriture, c'est la capacité d'abolir, de supprimer toutes les distances. La distance entre soi et l'autre, entre un homme et une femme. Quand je lis un roman italien, je suis italien. Quand je lis un roman russe, je suis russe. Quand je lis le roman d'une femme, je suis une femme. Quand je lis le roman d'un vieillard, je suis un vieillard. Et en tant qu'écrivain et en tant que lecteur, je vis dans la littérature cette suppression des frontières et de la distance. Je peux éprouver cet humanisme profond. Et je crois que c'est ce qui fait notre intérêt à tous pour la littérature. Donc, effectivement, moi, je m'enrichis de tous ces voyages, soit en tant que lecteur, soit en tant qu'écrivain. Je veux dire, si vous lisez Paradis perdu, vous serez de plein pied il y a 8000 ans, dans une région d'ailleurs qui est très proche d'où vous êtes. Oui, exactement. Vous vous rendrez compte peut-être que c'était merveilleux d'être un de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs et de vivre dans ce monde-là. Que ça avait aussi des voluptés, des émerveillements, des violences, bien sûr. Donc voilà, j'ai l'impression que la littérature, c'est une forge dans laquelle se constitue l'humanité et se retrouve l'humanité. Grâce à cette abolition de la distance, du temps, de l'espace, de la frontière des peaux, des cerveaux, on peut être ensemble. Vous avez déclaré que l'immortalité vous semble séduisante, mais seulement pour un instant. Pourquoi pas à long terme? Comme tout homme, oui, j'ai du mal à l'idée de ma mort et j'ai encore plus de mal à l'idée de la mort des autres, devant la réalité de la mort des autres. Et donc, comme tout homme, je suis obligé d'apprivoiser cette idée. Et franchement, en écrivant ce livre, je retrouvais vraiment la sagesse des anciens philosophes qui consiste à vraiment non seulement accepter la mort, mais l'aimer. Spinoza disait qu'il faut aimer la nécessité. Mais je me suis rendu compte en écrivant sur des milliers de pages, parce que moi je suis plusieurs milliers de pages en avance sur la publication, je me suis rendu compte que être immortel serait un supplice. Rester éternellement avec les mêmes questions sans réponse. Ajouter d'année en année, de siècle en siècle, de millénaire en millénaire, des chagrins, des manques à cause des disparitions des autres êtres, me serait totalement insupportable. Et puis, est-ce que j'aurais l'énergie de faire quelque chose de ma vie si je savais qu'elle est éternelle ? Je crois que une partie de notre force et de notre activité et de notre ambition vient de ce que nous savons que nous avons un temps bref dont il faut extraire tout le jus. Alors, il y a ça. Je pense que vivant plus longtemps, je vivrai moins bien. Et puis le dernier argument qui me paraît absolument décisif, si on supprime la mort, on supprime la naissance. Car la seule raison d'être de la mort, c'est la naissance. C'est naissance et mort qui permettent la vie. Donc, que serait la vie sans mort et sans naissance ? Est-ce que vous avez la nostalgie d'un paradis idyllique que vous n'arrivez pas à retrouver? Peut-être. Je crois que le premier livre s'appelle Paradis perdu parce qu'il exprime un rapport de l'homme à la nature
totalement différent de celui que nous avons. Nous, en plusieurs millénaires, nous avons totalement domestiqué la nature, nous l'avons asservie, nous avons transformé ce qui pour nos ancêtres étaient des génies, des démons, des esprits, puisqu'il y avait partout de l'esprit dans les écorces, dans le vent, dans la source qui coule, dans l'animal. L'homme n'avait pas le privilège de l'esprit. Nous nous sommes mis à penser que nous avions le privilège de l'esprit et que nous n'étions entourés que de matière, même si c'est une matière vivante. Et je crois que l'univers a perdu une partie de son enchantement, ou plutôt nous avons perdu le rapport enchanté à l'univers. Et alors je crois que ça, nous l'avons tous au départ de notre vie, nous l'avons dans l'enfance. Et puis, parce qu'on nous apprend à regarder l'univers comme de la matière qui nous appartient, dont on peut faire tout ce qu'on veut, eh bien, on perd cette relation enchantée. Et j'ai écrit vraiment le premier livre pour essayer de la retrouver. Et parce qu'en fait, nous l'avons tous en nous. Et je crois même, c'est ce que je dis dans une note, que certains d'entre nous naissent faits pour une autre époque que l'époque dans laquelle ils vivent. Et certains d'entre nous naissent animistes et vont se trouver dans une période matérialiste. Et ils vont, je pense que à la fois beaucoup de dépression s'explique par ça, et peut-être aussi la poésie et la littérature, en partie, s'explique par ça, par cette volonté d'habiter le monde différemment que celui que l'époque nous propose. On parle aussi d'une manière différente de raconter l'histoire. En regardant autour de vous, comment voyez-vous nos liens avec le passé? Ils sont insuffisants. Véritablement, chaque homme a l'impression d'être le début de sa propre histoire, alors que chaque homme est le produit d'une histoire. Nous ne faisons que continuer, que poursuivre. Je pense que c'est très, très important de regarder le présent en faisant l'archéologie du présent par la connaissance du passé. C'est aussi une attitude philosophique. Par exemple, dans le premier tome, je montre que quand l'homme est passé du statut de chasseur-cueilleur nomade dans l'univers au statut de sédentaire, en habitant les premières cités lacustres, eh bien, l'humanité a beaucoup gagné, puisqu'il y a eu une explosion démographique. Nous sommes devenus beaucoup plus nombreux, mais une moitié de l'humanité a perdu quelque chose, les femmes. C'est-à-dire que ce statut de la sédentarité a modifié la condition des femmes. Nos ancêtres chasseuses-cueilleuses étaient, pensent beaucoup d'archéologues, quasiment à égalité avec les hommes. Elles faisaient d'ailleurs très peu d'enfants parce qu'il fallait les transporter. À partir du moment où les populations se sédentarisent, elles explosent, mais on crée le foyer, on crée la femme au foyer, on crée finalement l'infériorité de la femme, la force de l'homme qui va à l'extérieur, qui fait la guerre, qui combat, etc. Et commence finalement un asservissement de la condition féminine. Donc, je trouve qu'il est bon, pour regarder le présent, d'avoir en mémoire que ça a été différent et que ça pouvait être différent et qu'aujourd'hui, ça pourrait être différent. Pas seulement au nom du futur, du progrès, au nom du passé. Chacun de nous développe des liaisons d'attachement avec les personnages livresques. Dans votre roman, c'est Barak qui a suscité ma sympathie plus que les autres. Vous êtes amis avec vos personnages? Ah oui, je les fréquente parce que je les aime, parce que je les fréquente, et je les fréquente parce que je les aime. Ah, ils ont une existence propre. Barak, je vais vous dire la vérité, je l'adore aussi. Voilà. Et tout le monde l'adore, je veux dire. Mais quand il est arrivé dans mon histoire, je ne savais pas qu'il serait si important. Je ne savais pas qu'il prendrait autant de place, qu'il aurait autant de rayonnement, qu'il remplacerait finalement le père défaillant en étant cet oncle magnifique pour Noam. Je ne savais pas que c'était un grand amoureux, ce qu'on découvre à la fin. C'est un personnage romantique, avec une allure pas romantique. Voilà, il m'a continuellement surpris et j'ai pleuré quand j'ai écrit sa mort.
La traversée des temps représente un projet éditorial colossal et vous êtes sans doute très confiant dans votre énergie en tant qu'auteur. N'avez-vous jamais peur? Si, bien sûr. Mais vous savez, j'écris toute la journée. Le soir, je suis épuisé, exténué. Chaque soir, je me dis, je vais mourir. Je suis trop fatigué. En même temps, je suis content d'être fatigué parce que cette fatigue montre que ma journée était bonne. Vous voyez, c'est terrible de se coucher le soir pas fatigué. Moi, je veux me jeter sur le lit épuisé. Et là, je soupire de bonheur. Mais bon, j'ai quand même le sentiment que c'est la fin, etc. Et le matin, je me réveille. Et c'est ma force, elle ne vient pas de moi. Elle vient du livre. Le livre m'appelle, me donne son énergie et je plonge dedans. Donc, en littérature, comme dans d'autres champs de la vie, l'énergie vient du projet, pas de l'individu qui s'y consacre. Et moi, ce projet a une telle force qu'il me donne des forces. Ces dernières 2 années, on nourrit le verbe de beaucoup d'écrivains, mais d'une manière sombre, grave, tout comme un miroir du monde contemporain. Vous, pourtant, vous avez réussi à garder une certaine sérénité. Comment? Oui. Mais parce que je suis profondément humaniste, c'est-à-dire que je crois, enfin j'ai une vision, je pense, lucide de l'homme, c'est-à-dire je pense qu'il est capable du pire et du meilleur. C'est bien ce qu'on voit d'ailleurs en ce moment, y compris dans l'activité politique des jours que nous traversons, le pire et le meilleur. Simultanément aux informations aujourd'hui, on voit ça. Alors, je suis pas en train de supprimer le pire pour le meilleur, mais je suis plutôt que de ne faire que me lamenter du pire, je cultive le meilleur. Et voilà, je crois en la faculté de l'homme de s'élever au-dessus des malheurs qu'il engendre lui-même, et je crois à sa capacité de progrès. Aujourd'hui, nous sommes guettés par plusieurs cataclysmes, cataclysmes climatiques, cataclysmes politiques. Mais en face de ces dangers, que faut-il faire? Faut-il dire c'est horrible et ça sera pire demain, j'abandonne? Être pessimiste? Parce que le pessimisme, c'est l'abandon et la lâcheté. Ou est-ce que c'est se dire en face de ce tragique, qu'est-ce que je peux faire pour que le monde change? Et ça, c'est être optimiste. Et l'optimisme n'a pas raison. Le pessimiste n'a pas raison. Aucun des deux n'a raison ni tort. C'est simplement une réaction au réel, au même diagnostic du réel, qui consiste à dire ça ne va pas. Le pessimiste dit ça ne va pas et ça sera pire demain, je me couche. Et l'optimiste dit ça ne va pas, qu'est-ce que je peux faire pour que demain soit meilleur et je m'engage. Voilà. Donc l'optimisme, c'est la volonté qui s'allie au courage et je suis définitivement, volontairement, pas seulement par tempérament, du côté de l'optimisme. Votre livre est aussi un roman de la guérison. Quelle est votre opinion? Est-ce qu'on est si malade au point d'avoir absolument besoin de guérir? On n'est pas malade, on est fragile. Toute vie est éprouvée par des malheurs, la disparition des proches, la maladie, parfois les difficultés matérielles, la guerre ou le danger de la guerre, l'angoisse économique, etc., etc. C'est notre lot à tous. Et alors, donc, que faire? Est-ce qu'il faut être accepté d'être dévasté définitivement par les malheurs que nous rencontrons forcément, ou est-ce qu'il faut apprendre à vivre et à trouver une façon d'habiter le tragique? Moi, je crois qu'on dit que mes livres sont optimistes et qu'ils sont pleins de vie, et tout simplement parce qu'ils n'ignorent pas le tragique, mais ils tentent d'habiter le tragique d'une façon qui n'interdise pas le bonheur, l'envie de faire, l'envie d'aimer, le désir et la volonté de progresser.
Vous avez cette volupté de la phrase, de la parole, de la musique, mais aussi de l'image peinte avec les lettres. On dirait que vous êtes un hédoniste. Oui, un hédoniste tragique. Oui, bien sûr. Ah bah, je- vous savez, pour moi, je suis de formation philosophique. Je mets de la philosophie dans mes livres, mais dans la mesure où je suis romancier, je me considère plus comme un artiste que comme un philosophe. Et pour moi, la différence entre la philosophie et l'art, c'est que la philosophie veut comprendre le monde, alors que l'art veut célébrer le monde. Et donc, quand j'écris, de même qu'un peintre va célébrer la lumière sur les objets, qu'un musicien va célébrer l'harmonie des sons ou des rythmes, moi, j'écris pour célébrer le monde, la complexité humaine, les sentiments humains. Et pour ça, je me sers des phrases. Et donc, j'aime la phrase, j'aime me couler dans la phrase, j'aime quelle est sa musique. Ça se sent et se voit aussi. Voilà. Et pour répondre à votre question, oui, je ne vais pas rater une occasion de jouir. C'est quoi le paradis pour vous? C'est quand on ne se pose pas la question du paradis. Voilà. Quand on y est. Hein. Quel est son parfum? Le problème des gens avec le paradis, c'est qu'ils n'aperçoivent la pancarte paradis qu'après la sortie. Mais quand on est dedans, on ne se C'est pose comme pas le la question. bonheur. C'est comme le bonheur qu'on Exactement. ne jamais sent que après c'est une période finie. Exactement. C'est l'extase sans la distance. Quel est son parfum, le parfum du paradis pour vous? Oh, pas forcément un parfum de fleurs, c'est-à-dire quelque chose de suave, de léger, euh, qui peut s'enfuir, fragile. Presque immédiatement, on associe au terme paradis l'adjectif perdu. C'est un trope depuis longtemps. Le paradis pourrait jamais être retrouvé ou reconquis. Si. Je pense que le paradis nous traverse fugitivement tous. Nous avons tous euh, subi ou vécu des extases paradisiaques dans la nature, fugitivement, dans le rapport à l'autre, dans l'amour, dans un regard, dans un geste. Oui. Ce qu'il y a, c'est que le paradis n'est pas disponible éternellement. Il est disponible fugacement. Plus qu'un roman historique, plus qu'une parabole, une allégorie. À mon avis, Les Paradis perdus est un roman d'amour et de ses différentes facettes parce que vous dites, ou un de vos personnages, qui est exactement Barak, dit l'amour, il y est tout simplement. Il change, il a des visages toujours nouveaux, mais quand il y est, il nous reste. Et Oui. il reste pour toute la vie. Oui, il change de forme, mais il subsiste. Il y a une très belle phrase du philosophe grec Aristote. Aristote disait, si tu ne m'aimes plus, c'est que tu ne m'as jamais aimé. Et je pense qu'on peut tous se servir de cette phrase pour examiner notre rapport aux gens que nous avons aimés. Parfois, ceux pour les personnes pour lesquelles nous avons eu une passion qui a disparu, oui, c'était de la passion, c'était pas de l'amour. Quand on a aimé profondément quelqu'un, ça peut changer de forme. Ce changement de forme est parfois triste à vivre, mais l'amour subsiste. Parce que l'amour, c'est quoi? C'est un attachement au mystère de l'autre. C'est vouloir que l'autre soit heureux. C'est souhaiter le bonheur de l'autre, même si ce bonheur ne fait pas mon bonheur à moi. Donc voilà, l'amour n'est pas toujours agréable. Ça, c'est la grande erreur des gens. Penser que l'amour, c'est forcément agréable. Alors quand ça cesse d'être agréable, on change, on s'aime plus. Mais non, c'est plus compliqué que ça.
L'amour profond n'apporte pas que des plaisirs. Éric Emmanuel Schmitt, c'est écrire comme vivre ou vivre comme écrire? Que serait ma vie sans l'écriture? C'est une question à laquelle je n'arrive pas à répondre. J'ai une gourmandise de la vie qui est équivalente à la gourmandise d'écrire, c'est certain. J'ai une vitalité dans la vie qui correspond à celle que je peux avoir en tant qu'écrivain. C'est le même homme qui vit et qui écrit. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est sans doute un destin, une fatalité. J'ai besoin de me retirer régulièrement du monde pour écrire le monde. J'ai besoin de me retirer de la vie pour écrire des vies, voire une vie éternelle. Je ne sais pas, c'est comme si vous demandiez à un pommier pourquoi il fait des pommes. Moi, je ne peux pas vous dire pourquoi je suis écrivain. Je suis écrivain, mais je précise une chose qui d'ailleurs en France est très difficile à comprendre. Je suis heureux d'être écrivain. C'est-à-dire que c'est un travail terrible, à plusieurs couches, un travail presque infini. Mais j'aime toutes les étapes de ce travail et tous les moments de ce travail. J'aime même mon travail d'écrivain quand je n'y arrive pas. Parce que quand je n'y arrive pas, ça veut dire que je vais y arriver après. Donc, voilà, donc je dis que je subis mon destin d'écrivain, mais je ne le subis pas dans la tristesse et dans la douleur. Je subis un accomplissement. Voilà. Ça a été un grand plaisir et un grand privilège. Merci de tout mon cœur. Merci à vous, merci beaucoup.